Hollywood adore s'auto-référencer. Clin d'œil, hommage, films qui parlent de l'industrie. Mais il y a un détail qui ne nous échappe jamais, les personnages adorent regarder des vieux films à la télé. Bienvenue dans Hors Série. Salut les Homo Cinematus. Aujourd'hui, on attaque le premier épisode hors série. Ça arrivera de temps en temps pour parler de cinéma sans aborder un film en particulier. Comme je l'ai dit dans l'épisode sur The Player, Hollywood adore s'auto-référencer. Ça peut aller du clin d'œil, comme un nom de personnage qui rend hommage à une personnalité, ou des affiches de vrais films présents à l'image. Il peut aussi y avoir, évidemment, les films eux-mêmes qui parlent de cinéma, comme pour The Player. Mais il y a un détail que je m'amuse personnellement toujours à remarquer, c'est quand les personnages regardent la télévision, et principalement quand ils regardent des films. Déjà, c'est très souvent des films en noir et blanc, ou des cartoons. J'ai pas d'explication particulière à ce phénomène, mais j'ai quand même une théorie. C'est qu'avec l'apparition de la télé par câble dans les années 80 aux États-Unis, et donc la multiplication des chaînes, les diffuseurs ont probablement rempli les très nombreuses grilles de programmes avec des vieux films. Ce qui explique qu'on y diffuse plus souvent des films en noir et blanc que sur nos télés à nous à la même période, où on avait que 5 chaînes. Voire même moins que ça en début de la décennie 80. Alors aujourd'hui, je vais m'amuser à citer ces fameux films qui passent, parfois de façon un peu inaperçue, sur les télévisions des protagonistes. Quand je peux, je donnerai un peu de contexte ou une interprétation rapide. Bien sûr, il y en a des centaines, donc je vais seulement me contenter de ceux que j'ai personnellement remarqués. Je mentionnerai pas les trucs évidents et qui servent à l'intrigue, comme Pour une poignée de dollars dans Retour vers le futur 2, Point Break dans Hot Fuzz, ou Rambo 2 dans Gremlins 2. J'inclus pas non plus les films projetés sur des écrans de cinéma dans les films. Il y en a aussi des dizaines, peut-être que je ferai une vidéo dessus un jour, on va se concentrer ici sur les écrans de télévision. Allez, on attaque. On va commencer par un classique. Dans Gremlins, il y a plusieurs films qui sont diffusés sur des écrans. Bien sûr, je vous ferai pas l'affront de vous dire que les Gremlins regardent Blanche-Neige au cinéma, déjà parce que tout le monde le sait, et en plus, on a dit qu'on se concentrait sur les télés. On a donc l'exemple le plus connu, c'est Gizmo qui regarde L'invasion des profanateurs de sépulture de 1956. La présence de ce film renvoie évidemment à la présence des Gremlins eux-mêmes, une menace protéiforme et inconnue qui sort de cocons dégoûtants et qui se multiplie de façon croissante. Le parallèle est évident. Mais il regarde aussi un film qui s'appelle Pour plaire à sa belle, qui est sorti en 1950. C'est un film de romance où Clark Gable est pilote de course dans des voitures miniatures. Évidemment, Gremlins référence cet extrait plus tard quand Gizmo conduit à son tour une petite voiture dans la scène finale. Ça, vous le saviez probablement déjà, mais je vais aller un petit peu plus loin. Quand Monsieur Futterman, qui déteste les produits importés, essaye de regarder son programme tranquille sur son saloperie de poste étranger, à un moment le programme zappe tout seul et se met à zapper sur un film. J'avais jamais fait attention avant de voir le film en version originale et de remarquer que cet extrait est en fait en français, sous-titré. C'est parce qu'il s'agit de Orphée de Jean Cocteau, sorti en 1950. Évidemment, l'ironie est totale, parce que c'est un peu le film étranger ultime, imposé de force à ce type qui veut voir que des programmes américains. Mais c'est pas tout. Est-ce que vous saviez que le documentaire super chelou que le prof de sciences montre aux élèves existe aussi réellement ? Il s'appelle Hemo the Magnificent. C'est un documentaire de 1956 sur la circulation sanguine, et il a été réalisé par Frank Capra. Et là c'est très drôle parce qu'on a également Madame Pelzer, la mère de Billy, qui regarde La vie est belle de 1946, qui est un film de Frank Capra. Ce film c'est un classique du film de Noël, qui était diffusé en permanence à la télévision américaine à cette période. On peut donc le voir dans beaucoup d'autres films sans surprise. Il apparaît dans Christmas Vacation, mais aussi dans Synecdoche New York, dans Shazam, dans Bruce Tout-Puissant, dans L'Exorciste 3, même dans Menace to Society. Vous voyez, c'est un cas d'école. Et il n'y a pas que des films de Noël dans le lot. En parlant de classiques de Noël, on peut voir une des adaptations d'un chant de Noël, ici dans L'Arme Fatale. C'est la version de 1951, qui s'appelle Scrooge chez nous. Et il y a aussi une autre adaptation du même conte, cette fois-ci c'est la version de 1938 qui apparaît dans Rocky, ici. Là aussi c'est un immense classique aux États-Unis, alors si on fait un peu attention, on peut apercevoir une de ces adaptations de temps en temps. Allez, un autre exemple, assez connu lui aussi. Dans le film Halloween, les personnages regardent La chose d'un autre monde de 1958. Bien sûr, le réalisateur John Carpenter était fan du film en question, et il en fera même un remake culte quelques années plus tard.
dans le contexte du film, c'est la nuit d'Halloween, donc ça semble logique que les gamins soient en train de regarder ça à la télé. C'est un classique de la science-fiction horreur. Il y a aussi des cas où des réalisateurs font des clins d'œil sous forme d'hommage à d'autres films d'horreur qu'ils aiment bien, mais qui leur sont contemporains. On peut voir un extrait d'Evil Dead dans Les Griffes de la Nuit. Seulement 3 ans séparent les deux films, mais Wes Craven était fan du travail de Sam Raimi sur Evil Dead. Il y a aussi l'exemple plus extrême de Scream, puisque le film entier se fonde sur l'idée selon laquelle les protagonistes du film ont grandi en regardant des slashers. Scream nous montre donc, sans détour, des extraits d'Halloween, le père fondateur du genre, et en nous les commentant en plus, parce que les personnages s'en servent pour illustrer les clichés du genre. Pour le cas du film Le Dernier Samaritain, c'est un peu la même chose mais en plus privé. La fille de Bruce Willis regarde L'Arme Fatale à la télé. En fait, les deux films ont le même scénariste, Shane Black, et portent tous les deux clairement la marque du scénariste en question. Je trouve même que Le Dernier Samaritain, c'est L'Arme Fatale mais avec Bruce Willis. Il y a clairement la même vibe de buddy movie, un peu dark. Voilà, j'ai donné quelques exemples un peu évidents qui se voient beaucoup, mais il y en a d'autres plus discrets. Le film Critters par exemple, il nous montre ici le western Flaming Frontiers, sorti en 1938. On y voit aussi, quand les extraterrestres regardent des programmes télé terriens, un extrait de Polyester de 1981, l'un des films de la filmographie trash et provocatrice de John Waters. Polyester, c'était un film qui était proposé en odorama, c'est-à-dire qu'il y avait des cartons à gratter pour sentir des passages précis du film. Ouais, c'est hyper chelou, j'ai vu ce truc quand j'étais petit et je crois pas que c'était une bonne idée. En tout cas, pour Critters, c'est assez malin. Ça nous montre que, du point de vue d'une civilisation extérieure, l'espèce humaine a l'air vachement bizarre quand même. Dans SOS Fantôme 2, le film que regardent Louis et Janine dans l'appartement de Peter, c'est La Dame de Shanghai, un film noir d'Orson Welles sorti en 1947. Dans Poltergeist, un film qui est centré sur la télévision bien sûr, on peut voir plusieurs extraits. On voit plusieurs fois The Star Spangled Banner, qui est l'hymne américain mis en images qui indiquait la fin des programmes sur les télés américaines à l'époque. C'est un signal reconnaissable pour le public américain au moment de la sortie du film. Il comprend que les programmes sont terminés, c'est la nuit, il va y avoir uniquement des statiques sur l'écran. Ça permet d'accentuer la tension dramatique à partir du moment où, en tant que spectateur, on a compris que des choses bizarres se passaient quand les programmes étaient terminés. On voit aussi un extrait de Un nommé Joe de 1943, où Spencer Tracy se retrouve au paradis et va devenir une sorte de copilote fantôme pour les apprentis pilotes. Spielberg, qui produit Poltergeist, adorait ce film, il en fera même un remake, Always, en 1989. Dans Matrix, on peut voir ici un extrait du film Les Rongeurs de l'Apocalypse, de 1972, un film avec des lapins géants enragés. Ouais, là j'ai vraiment pas d'explication, ça ressemble à une private joke bizarre. Dans True Romance, il y a pas mal d'écrans qui diffusent des trucs pas toujours identifiables, mais il y en a un qu'on voit bien, c'est A Better Tomorrow 2, sorti en 1987, un film d'action hongkongais de John Woo. Dans Shining, le film que regarde Danny sur sa télé pas branchée, c'est Un été 42, qui est sorti en 1971. Et c'est marrant parce que dans Un été 42, on peut voir des extraits de Une femme cherche son destin. Mais c'est dans un cinéma, alors j'en parlerai pas ici. Il y a un autre exemple que je trouve intéressant, parce que les gens l'abordent quasiment jamais. Tenez-vous bien, on va parler de Retour vers le futur. J'ai pas envie que ça devienne un running gag, parce que je sais que j'avais dit que je faisais une overdose de contenu sur Retour vers le futur, sur YouTube. Mais je vais essayer de vous apprendre au moins une chose sur cette saga. On est sur Cinésie après tout. Tout le monde se souvient de la scène où la famille de Marty regarde la télé en 1955, et où Marty dit qu'il se souvient de l'épisode qui passe à la télé, alors que pour eux, c'est la première diffusion. En fait, c'est un épisode de la série The Honeymooners. C'est une sitcom américaine diffusée entre 1955 et 1956 aux États-Unis. Bon déjà, premier bon point, ça colle parfaitement avec la temporalité du film. La série est produite par Jackie Gleason, c'est également lui qui joue le rôle principal de Ralph Cramden. L'épisode que la famille regarde s'appelle The Man from Space, l'homme de l'espace. Et dans cet épisode, Ralph se fabrique un costume de cosmonaute en carton pour un concours de déguisement. J'ai longtemps pensé, comme à peu près tout le monde je pense, que Marty trouvait son idée de se déguiser en homme de l'espace plus tard dans le film, dans le fait que son père écrit des nouvelles de science-fiction, et qu'il lit des comic books de science-fiction. Mais en fait, je pense que dans l'histoire du film, Marty trouve plutôt son idée en se souvenant du scénario de l'épisode de The Honeymooners.
Oui, je plaisante parfois sur Retour vers le futur et sur sa représentation dans la pop culture, mais c'est quand même un film qui est extrêmement bien écrit. Y a rien qui est laissé au hasard dans toute la saga. Tiens, même le sèche-cheveux que Marty utilise dans la scène, il a été montré plus tôt, mais dans une scène qui a finalement été coupée au montage. C'est en fait le sèche-cheveux de Doc qui avait laissé des affaires dans la DeLorean. Il y a aussi un petit plus que j'aimerais aborder, c'est le cas des faux films. Dans l'excellent Panique sur Florida Beach, que j'ai déjà mentionné sur la chaîne, on suit John Goodman qui joue un personnage qui est inspiré de William Castle. C'était un réalisateur qui proposait toujours des gimmicks dans ses films dans les années 50. Le film rend hommage aux séries B horrifiques et propose donc plusieurs extraits de faux films de série B, comme Mance, qui est une parodie de Them, ou Des monstres attaquent la ville, en France, un film avec des fourmis radioactives géantes en 1954. Et il y a aussi Maman j'ai raté l'avion, où Kevin McAllister fait peur au livreur de pizza avec des extraits d'un film. En fait, le film en question n'existe pas, mais son nom est intéressant. Le faux film s'appelle Angels with Filthy Souls, les anges aux figures immondes, plus ou moins. Oui, c'est pas facile à traduire, filthy. En fait, c'est un clin d'œil au film Angels with Dirty Faces, appelé chez nous Les anges aux figures sales, un film de 1938. D'ailleurs, c'est super bien et j'en profite pour le recommander. Il y a James Cagney dedans, il est incroyable. Et il y a aussi, dans un genre différent, le film Stab, dans Scream 2, qui est une adaptation en film, dans la diégèse de Scream 2, des événements tragiques du premier Scream. Je trouve ça hyper futé. Bon, maintenant, à vous de faire ce que vous voulez de toutes ces informations. J'imagine que ça peut être utile pour se la péter en soirée, ou pour passer pour un gros nerd, à vous de voir. Je ferai sûrement d'autres hors-série, parce que ça demande un peu moins de boulot que les épisodes classiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et si c'est pas déjà fait, pensez à liker et vous abonner. Ça coûte rien et c'est très utile pour moi. Allez, salut!